troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Kateb, économiste, et de notre éditorialiste Malik Acher. Et tout de suite, le Burkina Faso, quatrième pays producteur d'or en Afrique, prévoit d'augmenter sa production en 2017. Le ministère des Mines du pays qui a annoncé cette prévision s'appuie sur l'entrée de 2 nouvelles mines industrielles dans le paysage aurifère burkinabé qui en compte déjà 8. Clément Joël Soala. Pour l'année 2017, l'État du Burkina Faso estime à 45 tonnes la production aurifère du pays. Après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali, le Burkina Faso est le quatrième pays producteur d'or en Afrique. Le pays comptera en 2017 10 sociétés minières industrielles actives. Le Burkina Faso connaît un boom minier débuté en 2003. En 2016, les recettes de la filière minière se sont élevées à 189,9 milliards de francs CFA, représentant ainsi une hausse de 12,8% par rapport aux recettes de 2015. Pour ce qui concerne l'année 2017, je pense qu'il y a au moins deux structures minières qui sont entrées en phase de production au cours de cette année-là. Cette nouvelle production a fait justifier d'une certaine manière l'augmentation en quantité pour la production de l'or. Il y a eu aussi en juin 2016 l'enquête parlementaire sur le secteur minier qui avait quand même d'une certaine manière montré qu'il y avait quelques problèmes en ce qui concerne le contrôle effectif des quantités d'or produites. Pour la production de zinc, le ministère burkinabé des Mines prévoit une stagnation autour des 130 000 tonnes en 2017. Grâce à des réformes élaborées dans le secteur minier, notamment au nouveau code minier adopté en 2015, l'État du Burkina Faso projette faire passer la contribution du secteur au produit intérieur brut du pays de 7,9% en 2015 à 10,2% en 2020. Et effectivement, des projets en vue à court et à moyen terme, notamment dans le cadre du PNDS, du Plan national de développement économique et social, où il y a un certain nombre de projets qui ont été identifiés par les différents secteurs miniers. On espère que cette progression, cette projection pourra bénéficier à l'ensemble de l'économie et des acteurs du domaine. Depuis 2009, l'or est le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Pour plus de 916 milliards de francs CFA de contributions directes au budget de l'État entre 2008 et 2015, le pays dénombrait fin 2016 environ 600 autorisations et titres miniers actifs. Malik, l'activité minière a connu un réel essor au Burkina Faso depuis 2003, au point de faire de l'or le premier produit d'exportation devant le coton. Est-ce que le pays a raison de miser sur ce secteur? C'est une des richesses du Burkina Faso. Entre guillemets, pourquoi ne pas s'en priver? Mais attention, c'est un secteur qui doit être très encadré. Alors, il y a eu des réformes du secteur minier qui a permis justement des investissements importants dans ce secteur-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cette vigilance extrême concernant ce secteur-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, souvent dans nos pays africains, le risque, c'est justement un désastre sur le plan environnemental, par exemple, ou alors sur le plan social, où vous avez malheureusement des populations qui, fuyant la pauvreté, se lancent justement vers cette fameuse ruée vers l'or et qui essayent justement d'extraire de l'or sans être justement, sans avoir les équipements nécessaires, ou du moins de le faire de façon illégale et ensuite de rentrer dans un trafic. Donc c'est un secteur qu'il faut très encadrer. Je pense que cette émergence comme ça de ce secteur minier au Burkina Faso a du mal justement à ne pas rééditer certaines dérives qui ont été constatées dans d'autres pays. Je pense à la RDC par exemple. Donc il faudrait faire attention à cela. Que ça soit un élément pourvoyeur de richesse, très bien, mais que ça soit très réglementé. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et au-delà des apports que ça peut faire sur le budget du pays, très bien. Certes, on envoie mais les conséquences peuvent être beaucoup plus terrible et beaucoup plus lourde aussi sur le plan humain et financier. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Mais alors justement, un nouveau code minier a été adopté en 2015. Est-ce que ce nouveau code minier peut apporter des assurances tout de même? Ce sont aux entreprises d'apporter ces assurances-là. L'État doit être un régulateur, un gendarme, mais des entreprises avec lesquelles nous passons des partenariats doivent aussi faire attention à certaines dérives. Parce que, il faut le dire, certaines entreprises, ce n'est pas faire
je dirais, un procès aux entreprises, certaines entreprises, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous négociez des contrats, ça ne veut pas dire non plus qu'on admet certaines dérives. Donc sur la protection, par exemple, environnementale, si on demande des garanties à ces entreprises, ça serait intéressant. Ce n'est pas forcément le cas et ce n'est pas forcément ce qui est mis sur la table, notamment au Burkina Faso et dans d'autres pays africains. Donc à chaque fois qu'on signe un contrat, je ne suis pas à la place de ceux qui signent, mais à chaque fois qu'on signe un contrat, on s'assure d'avoir des garanties. Parce que vous savez, le Burkina Faso se remet de troubles politiques, se remet doucement mais sûrement de troubles qui ont été dus justement au départ de Blaise Compaoré, et puis cette transition qui a été bien menée par Michel Kafando. Mais voilà, on est dans un processus de rétablissement de l'économie et de l'ordre de l'autorité de l'État. Et donc dans cette période-là, il faut être très vigilant par rapport à ce secteur économique. Il ne faut pas non plus permettre tous les excès. Je ne dis pas qu'il y a de la négligence, mais il faut faire attention sur certains points. Alors, l'un des autres problèmes qui se posent souvent avec le secteur minier en Afrique, c'est est-ce que les populations bénéficient des retombées de ce secteur? Comment fait-on pour assurer qu'il y ait des retombées pour la population? Alors c'est un vaste sujet, c'est très complexe. Souvent les pays les mieux lotis, je dirais justement en ressources naturelles, ne redistribuent pas forcément les richesses à la population. Il faut, je dirais, alors vous savez, je suis très attaché à une chose, ça fait un peu socialisant de dire ça, mais je pense que les entreprises qui explorent les ressources naturelles, notamment les mines ou alors les hydrocarbures, ça doit être des entreprises nationales. Je ne dis pas que les entreprises privées internationales n'ont pas le droit, mais je dis qu'il faut avoir au moins une entreprise nationale qui puisse garantir ces richesses. Ensuite, ça relève de la bonne gouvernance. Si vous n'avez pas de bonne gouvernance au sommet de l'État, vous ne redistribuerez jamais. Il y a par exemple des pays qui arrivent formidablement bien, pas forcément en Afrique, mais dans certains pays, hors Afrique, par exemple je pense à la Norvège, qui a un fonds souverain assez intéressant, assez imposant, qui permet justement de garantir l'avenir des générations futures, parce que ce fonds souverain est très bien géré. Donc la bonne gouvernance, c'est la mère de tout. Merci. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, l'inflation reste préoccupante. La monnaie locale se change à 1400 francs congolais pour $1 américain. Une situation à l'origine de la hausse des prix des biens de consommation généralement importés. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En RD Congo, le franc congolais a atteint le week-end dernier au marché parallèle la barre de 1400 pour $1 américain. Une situation provoquée entre autres par l'absence ou l'insuffisance de la production intérieure dans un contexte où les ressources extractives, aussi instables au marché mondial, constituent encore la base de l'économie du pays. L'extraction de ressources minières, pétrolières, n'est pas une mauvaise activité en soi. Mais faudra-t-il encore que les produits extraits de nos terres soient transformés ou, à défaut, les revenus tirés de la vente de ces produits soient investis dans la mise à niveau des infrastructures, dans les secteurs productifs, dans l'amélioration du capital humain. Depuis 2 ans, le franc congolais connaît une inflation difficile à maîtriser, provoquant ainsi une constante surchauffe au marché des biens de consommation. Nous couvrons nos importations par la recherche des monnaies étrangères, les dépenses en devises, et ces devises se renchérissent pour dicter leurs lois sur notre monnaie nationale. Alors, dans ce contexte de baisse d'activité, de baisse de réserves internationales, la Banque centrale a été appelée à plusieurs reprises d'intervenir sur le marché des changes pour couvrir le besoin de nos importations. La situation du marché des changes reste volatile, surtout quand on y ajoute la faible réserve en devises dont le pays dispose. Chiffrée à 735,2 millions de dollars américains, elle correspond seulement à 3,23 semaines d'importation des biens et services. Pour les économistes, des mesures strictes doivent être observées afin de relever la barre. Le pays doit, entre autres, accroître sa production intérieure, mais aussi améliorer les climat des affaires, gage incontournable et incitatif pour l'investissement. Malik, à quoi est due cette volatilité du franc congolais? Vous savez, la monnaie, c'est toujours un peu le signal de l'économie, si elle va bien, si elle va mal. Et puis, c'est un peu simpliste, mais c'est une réalité qui existe. On a vu la chute des
cours du brut. On a vu que la RDC a été très impacté justement par cette baisse des cours, notamment des matières premières, mais aussi des minerais sur les cours internationaux, et cette monnaie qui justement a encaissé le coup. Donc du coup, la compétitivité de l'économie congolaise s'en est trouvée impactée. Donc ce qui explique en partie l'inflation. Et puis il y a aussi la structure des importations et des exportations qui font que la RDC qui est importante. On parle dans ce sujet d'une faible production intérieure. Bah oui, bien sûr, ça c'est évident, parce qu'on a misé, et c'est le drame de certains pays rentiers, et malheureusement c'est le cas pour la RDC, la productivité n'est pas au rendez-vous, parce que les activités extractives ne sont pas forcément la matrice économique la plus vivifiante, je dirais, pour une économie. Donc la compétitivité s'en est ressentie justement impactée par ce choix politique qui malheureusement en RDC est d'actualité depuis une dizaine d'années, voire plus. Oui, justement, l'inflation, ce n'est pas un phénomène nouveau en République démocratique du Congo, ça fait presque 2 décennies. Ça veut dire quoi? Que les autorités n'ont pas pris les mesures qu'il fallait? Il y a des tentatives qui ont été essayées sur le plan bancaire, l'intervention de la Banque centrale au Congo, en RDC. Mais je pense que là, on doit reparler justement de la structure même de l'économie. Si vous n'avez pas de diversification, si vous n'avez pas des entreprises productives qui exportent, qui gagnent des marchés, si vous restez dans cette logique de rente, et ça me fait rappeler un peu l'Algérie, parce que bon, toute proportion gardée, parce qu'il ne faut pas comparer aussi parfois ce qui est incomparable, mais toute proportion gardée, si on n'a pas ce visage de l'économie mono-exportatrice, ou du moins qui se concentre juste sur un secteur-là, vous n'aurez jamais une économie compétitive. Et la monnaie, c'est le reflet aussi de cette économie. Donc je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est ce volet-là qui malheureusement traduit cette situation. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a déclaré son patrimoine devant la Cour constitutionnelle. Les biens du chef de l'État sont estimés à plus de 1 milliard de francs CFA. Le président est tenu de déclarer son patrimoine avec obligation de mise à jour chaque année. Malik, le chef de l'État joue la carte de la transparence? Écoutez, pourquoi ne pas s'en réjouir? Vous savez, alors, on dit souvent qu'il y a une dictature de la transparence. Je ne vois pas pourquoi il y aurait de dictature de la transparence. Vous êtes amené à gouverner le pays. La chose la plus élémentaire et la plus, je dirais, logique de faire, c'est de dire ce qu'on a, ce qu'on possède. Ce n'est pas aussi dévêtir quelqu'un sur la place publique. Quand on est amené à diriger un pays, on doit être d'une honnêteté exemplaire, et tant sur le plan moral que sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on doit justement dire ce qu'on a. Si cette personne avait amassé une richesse considérable et qu'il est amené aussi à prendre les rênes d'un pays, ça ne veut pas pour autant dire qu'il est incompétent. Quelqu'un de riche peut diriger un pays, c'est pas le problème. C'est juste la transparence. Les citoyens ont besoin de cette transparence-là. Alors peut-être que certains diront que c'est populiste, mais je ne le pense pas. Et puis ce volet-là de la transparence est évoqué aussi dans d'autres pays africains. Ça commence à être, c'est pas forcément quelque chose qui date de très longtemps, ça commence à être mis sur la place publique. Ça mène à des débats. Puis je pense qu'il faut suivre certaines expériences. Vous avez des pays hors Afrique qui ont, pour une fois, il faut prendre exemple sur certains pays hors Afrique et notamment de l'Europe du Nord qui ont réussi cette transparence de la vie politique, et puis ça marche très bien. Donc en Afrique, les Africains peuvent le faire. Vous savez, la société civile en Afrique est tellement dynamique, tellement intéressée par la politique, même si parfois il y a une défiance, que la transparence, c'est une chose à laquelle les Africains sont attachés, tout comme les habitants de cette planète. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur la coopération Sud-Sud. La semaine prochaine sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Alexandre Kateb, merci d'avoir été avec nous. Merci. Malik, merci également. Merci Fanny, ce fut un plaisir. À la prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.